Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Penda Daw à la mise en onde de présentation, Aruna Kia Dambélé, voici les titres de votre journal de midi. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. La première semaine de ce mois est également dédiée aux personnes âgées. La chaîne 2 vous propose l'intervention du président du Conseil national de la Maison des aînés dès ce début de journal. Considéré comme figure protectrice de la famille et le repère de ses membres, le père de famille joue un rôle crucial dans l'encadrement des enfants. Qu'en est-il de ce rôle de père de famille dans notre société? La réponse à suivre. Dans ce journal, il sera aussi question de l'incivisme dans le voisinage. Notre rédaction s'est penchée sur ce comportement qui met très mal à l'aise les voisins ou colocataires. Depuis 2 ans, la chaîne 2 et l'ORTM 2 ont mis en place une initiative de mutualisation qui permet aux stagiaires de bénéficier d'une formation riche et diversifiée pour la radio et la télévision. Dianaba Djigiba nous parlera de ce partage d'expérience au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Le mois d'octobre est consacré au Mali à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. La première semaine de ce mois est également dédiée aux personnes âgées. Et pour l'occasion, l'entretien de la 2 vous propose l'intervention du président du Conseil national de la Maison des aînés. Monsieur Daïrou Diallo revient sur la symbolique de la dite semaine, son importance et les actions qu'il compte entreprendre tout au long du mois. Nous vous proposons un extrait de cet entretien réalisé par Cheikh Oumar Kamara. Les activités menées, c'est des activités classiques telles que c'est. D'abord, il y a la visite à la personne la plus âgée du district de Bamako, placée sous le haut patronage du président, son Excellence colonel Assimi Goïta. Et ensuite, il y a le lancement du mois de la solidarité qui se traduit par un certain nombre d'événements. La conférence de presse du parrain national. Et ensuite, il y a le lancement de la caravane santé 3e âge, financée par nos partenaires, essentiellement la Fondation Orange, et qui est d'un grand secours pour ça, parce que de tout temps que le mois de la solidarité se tient, il amène son concours par rapport à la santé des personnes âgées et des couches vulnérables. L'autre activité clou que nous avons voulu joindre à ça, c'est l'inauguration du centre multimédia que la Fondation Orange a voulu bien mettre en place pour les personnes âgées en vue de leur initiation à l'outil informatique. L'autre activité liée aussi à ça, c'est, comme je l'ai dit, devoir de transmission au plan social, des valeurs socio-culturelles et culturelles aux jeunes. Et ceci se traduit par l'animation d'une conférence intergénérationnelle. Cette conférence intergénérationnelle permettra de faire beaucoup plus d'initiation et donner et le recevoir aux jeunes. Je vous le disais tantôt, l'une des merveilles dans cette vie pour l'homme, c'est de fonder une famille et d'avoir un ou plusieurs enfants à qui l'on doit une meilleure éducation pour leur avenir. Mais ce rôle d'encadrer reste complexe dans la mesure où le chef de famille est divisé entre responsabilités professionnelles et familiales, sans oublier le sacrifice et la conscience qui vont avec. Alors, quel est le rôle d'un père de famille? Suivant ce reportage. Être un père de famille est l'une des plus belles choses dans la vie d'un homme. Il est donc important de prendre conscience de ce rôle et d'avoir une certaine responsabilité. Selon les critères de notre société, un père doit être présent pour l'éducation de ses enfants, avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Souleymane Touré, traditionnaliste. Le rôle d'un chef de famille, c'est un rôle très complexe, parce que le chef de famille il est le capitaine du bateau et il est le grand coordinateur général. Donc vraiment tout tourne autour du chef de famille. Il est chargé d'assurer la subsistance de la famille, le bien-être de sa famille. Donc il doit faire en sorte que toute la famille soit bien portante. Et il doit aussi veiller à l'éducation aussi des enfants. Donc c'est une tâche extrêmement difficile. Vraiment nous prions le Tout-Puissant pour que cette tâche nous soit facile. Cependant, on constate aujourd'hui
que certains hommes fuient leurs responsabilités en laissant cette lourde tâche aux femmes. C'est le cas de Korotoum Sissoko, elle est mère de famille. Il fait qu'un dépense à la maison. La santé des enfants, quand les enfants tombent malades, c'est moi. La scolarité des enfants, c'est moi. Toutes les dépenses de la maison, c'est moi. Lui, il ne pense qu'à sa propre personne. Moké Diarra est père de famille. Il nous évoque le rôle que doit jouer un vrai père de famille. Le chef de famille, il doit rassurer la famille, il doit les nourrir, les protéger, les soigner. Quand un enfant tombe malade, les vêtir, les mettre sur le chemin de Dieu. Il doit s'occuper de sa famille, éduquer les enfants. En résumé, on constate donc que les figures paternelles ont une contribution essentielle dans la vie des enfants, car chaque enfant a besoin d'un père qui l'aime, qui s'intéresse à lui et qui réponde à ses besoins. Effectivement, c'était le reportage de Fatoumata Touré sur le rôle d'un père de famille. De la famille, nous nous retrouvons dans le voisinage, souvent marqué par l'incivisme de certains voisins ou colocataires, un comportement qui peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des habitants. Des comportements tels que le non-respect des règles de vie en communauté peuvent engendrer des tensions et perturber la tranquillité de chacun. Explorons ensemble les conséquences que l'incivisme peut avoir sur le voisinage. C'est avec Pascaline Naïssa Koupo. De la nuisance sonore aux violations des règles communes d'assainissement, les quartiers de la ville de Bamako sont très souvent victimes de comportements inciviques qui peuvent troubler la convivialité entre voisins. Awa Diallo, commerçante résidente à Musabougou. Les personnes avec qui j'habite, je n'arrive pas à discuter avec eux directement parce que c'est des gardiens très nombreux dans la maison où j'ai vu beaucoup de problèmes avec eux. Chez moi, j'entretiens devant ma cour, devant ma maison, mais eux, ils n'entretiennent pas devant leur bâtiment. Donc chaque fois quand il y a le vent rapporte toujours la saleté de leur maison devant ma porte. Des conflits peuvent être engendrés par l'incivisme et ceci a des conséquences fâcheuses sur les relations de bon voisinage. Kadiatou Kamara est douanière et vit à Sirakoro en commune 6 du district de Bamako. Elle vit le calvaire au quotidien à cause du mauvais comportement de ses voisins directs. Dans notre société ici, si tu essaies de réagir, tu es indexé comme la personne méchante. Voilà, ce n'est pas facile. Il y a le côté assainissement. Tu balais devant ta porte, tu ranges les ordures, ton voisin ne balaie pas devant sa porte. Il y a le bruit des enfants. Fatoumata Diarra, elle est aussi victime des actes d'incivisme de ses voisins. Le pire pour notre femme au foyer, c'est qu'elle souffre en silence sans pour autant réagir de peur de répercussions de son voisinage. Tous les jours, je vis les actes d'incivisme. Mes voisins font énormément de bruit. Ils jettent des ordures même devant ma porte. Mais je ne dis jamais rien parce que ce sont des personnes qui aiment le conflit et je ne veux pas qu'à cause de moi, il y ait des problèmes dans le quartier. Mais Sassa est sociologue et il connaît bien cette situation. L'incivisme dans le voisinage peut être source de discorde. On voit beaucoup en cette hivernage, quand certains voisins sortent leurs poubelles pour essayer de les évacuer avec l'eau de la pluie. Voilà, logiquement, ça va quand même aller regarder chez les autres voisins. Vous allez vous débarrasser vos ordures, mais l'eau va les amener ailleurs et ça va s'installer là. Et ça va vraiment être source de discorde parce que les autres ne vont pas aimer. Toujours avec notre sociologue qui priorise la communication pour favoriser un environnement de voisinage plus respectueux. On est dans une société qui prône vraiment le vivre ensemble. Le social a beaucoup d'impact ici. Voilà, donc on ne va pas avoir le recours à des interventions policières ou autres. Mais le mieux, c'est privilégier les dialogues, essayer de parler aux voisins, de leur faire comprendre logiquement que ce qu'ils font est mal, même quand on voit les impacts. Voilà, privilégier les dialogues et essayer de les sensibiliser sur la chose. En somme, il est essentiel de rappeler que le changement commence avec chacun d'entre nous. Et un geste simple de respect et de compréhension peut transformer un voisinage en désaccord en une communauté unie. Autre titre de ce journal, la chaîne 2 et l'ORTM2 ont mis en place une initiative de mutualisation depuis 2 ans qui permet aux stagiaires de bénéficier d'une formation riche et diversifiée. Cette approche vise à offrir une expérience complète en combinant les savoir-faire de la radio et de la télévision. Djeneba Djigiba pour le reportage. La chaîne 2, l'onde de choc. La chaîne 2, l'onde de choc. 2 ans précisément que la chaîne 2 et l'ERTM2 sont en parfaite complicité mutuelle. Une mutualisation qui permet aux stagiaires des 2 rédactions de se former en radio et en télé. Dans un premier temps, la formation débute au sein de la radio. Ce choix n'est pas anodin car il permet aux stagiaires de se familiariser avec la maîtrise de la voix, l'écriture concise et l'art de la transmission sonore. C'est une école rigoureuse où les jeunes apprennent à captiver l'audience uniquement avec le son, à rédiger efficacement et à réagir rapidement en direct. Nyanya Aliou Traoré,
directrice de la chaîne 2. La mutualisation, c'est une suite logique de la volonté de la direction de faire en sorte que la radio et la télé soient au même niveau d'information. Donc ici, à la chaîne 2, on peut dire que c'est la porte d'entrée des stagiaires. Si toutefois vous arrivez à assimiler tout ce qu'on vous donne comme connaissance ici, vous devez continuer sur la télé, à savoir la pratique de l'image. Les reporters qui font nos reportages ici à la radio donnent également à ORTM2 et vice-versa. Après avoir passé cette première étape, les stagiaires sont ensuite orientés vers l'ORTM2 pour découvrir le monde de la télévision. Ce passage de la radio à la télé est une transition clé dans leur apprentissage. Khadija Toukone, rédactrice en chef de l'ORTM2. La télé et la radio, c'est vraiment différent. Donc après, la chaîne 2 nous envoie des stagiaires qui peuvent également faire des reportages au niveau de la télé. La relation entre stagiaires et nous, ça se passe très bien. Awa Kamara, stagiaire. Personnellement, je suis venue directement au ORTM2. Et avec la radio, j'ai vu qu'il y avait une plus grande facilité pour moi. Parce que chacun a son feeling. Après, j'aime bien être un peu à l'ombre, exceller derrière et que ce suspense-là soit toujours là avec les auditeurs. Du coup, je suis partie à la radio. Oumar Sissoko, stagiaire. À notre arrivée, on a commencé à faire le traitement des dépêches. Initialement, on a été initié aussi aux exercices d'essai de voix. Après la présentation des éditions, c'est toujours en cours. Maintenant, on nous a orientés dans le cadre d'une mutualisation entre la télé et la radio à ORTM2 pour des reportages. Dès Mariam Diop, stagiaire. À mon arrivée ici, j'avais un problème de débit. Quant à la lecture, je lisais beaucoup trop vite. Grâce aux essais de voix, j'ai pu remédier à cela. Ensuite, je ne savais pas comment très bien structurer un papier. Et de nos jours, je sais écrire un article du chapeau à la chute. L'ERTM a mis en place une formation chaque mercredi afin de renforcer les compétences des journalistes et assurer leur développement professionnel. Souri Ibrahim Keita, coordinateur. Cette formation est l'initiative du directeur général de l'ORTM et une sorte de studio école qui doit mettre les participants au même niveau ou disons à un certain niveau d'information qui leur permettent de parler à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs. Certains arrivent avec le bagage qu'il faut pour informer, d'autres viennent dans la profession parce qu'ils aiment mais ils n'en ont pas qualité. La mutualisation entre la chaîne 2 et l'ORTM2 représente une initiative exemplaire qui met en avant les valeurs du service public. Les stagiaires acquièrent une expérience précieuse, aussi bien en radio qu'en télévision. Mariam Dao, stagiaire. Je suis arrivée en août 2023. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses. Quand je m'asseyais devant le micro seulement, je paniquais. Là, je peux dire que ça va un peu. J'arrive à gérer mon stress. Jusqu'à ce que je coach des gens aussi. Ensemble, cette initiative reflète l'engagement de la radio chaîne 2 et de l'ORTM2 à former la relève avec passion et professionnalisme, en renforçant leur rôle de pilier dans le paysage audiovisuel, un bel hommage à la mission de l'ORTM qui continue de mettre le service public au cœur de ses actions. Une mutualisation qui permet à la radio et à la télévision d'être au même niveau d'information, ce qui permet aussi aux stagiaires de bénéficier d'une formation riche et diversifiée. À présent, la page internationale de cette édition. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Aïssata Yanogo pour l'actualité internationale. Bonjour Aïssata. Bonjour Aruna. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, des étudiants sommés de quitter des chambres universitaires occupées illégalement. Oui, le ministre de l'Enseignement a donné jusqu'au 5 octobre 2024 aux étudiants qui occupent illégalement les chambres des cités universitaires pour quitter les lieux. Cette décision intervient quelques jours après des arrestations au sein de la Fédération estudiantine et scolaire du pays suite à la mort d'un des membres de la FESI à la cité universitaire Mermoz. Les étudiants sommés de partir déplorent le manque de solutions d'hébergement. Naufrage tragique sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. Après le naufrage d'un bateau sur le lac Kivu du jeudi dernier, le bilan provisoire fait état de 23 corps repêchés après que le bateau chargé de passagers et de marchandises a sombré près du port de Kituku dans la ville de Goma. La gendarmerie fait fermer le siège de la FECO Foot. Cette fois-ci, c'est au Congo-Brazza.
À la veille d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération congolaise de football, le FECOFOOT, en présence de représentants de la FIFA et de la CAF prévue aujourd'hui à Brazzaville, la gendarmerie est intervenue au siège de l'organisation pour en empêcher la tenue. L'opération marque une escalade sans précédent dans le bras de fer que se livrent le ministère des Sports et les membres de l'institution depuis plusieurs mois. Terminons par le Madagascar. 6 détenus meurent de malnutrition dans une prison du Grand Sud-Est. Effectivement, à Manajari, dans le sud-est de l'île, 6 détenus sont morts de malnutrition en prison. Les décès se sont succédés entre le milieu du mois d'août et fin septembre, a fait savoir l'administration pénitentiaire cette semaine, alors que les prisons malgaches sont confrontées à une surpopulation carcérale et à un manque de moyens considérable. Ce drame pose aussi la question sur les mesures prises par l'État après sa promesse en 2019 d'humaniser ces prisons. Voilà, Aruna Kia Dambili, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci à vous, Aïssata Yanogo, pour toutes ces précisions. La suite de ce journal c'est sur un tout autre sujet. L'arrivée d'un nouveau-né est synonyme de bonheur et la tentation de capturer les premiers instants de la vie du bébé devient irrésistible. Lors de la célébration de cet événement heureux, chaque membre de la famille du nouveau-né immortalise le moment. Cela en prenant des photos avec le bébé. Pour rendre plus attrayant la photo, certaines personnes utilisent le flash de leur appareil. Une question persiste, l'utilisation du flash peut-elle nuire à la vision fragile du nourrisson? Élément de réponse avec Khadija Traoré. L'appareil photo déclenche une lumière appelée flash qui a pour but de rendre l'objectif plus clair. Avec le flash, les photos offrent un autre ton, soit plus clair ou foncé. L'utilisation du flash par les professionnels est à la demande du client. Bako Koulibaly, photographe. Quand je prends mon bébé en photo, je désactive le flash de l'appareil photo. S'il s'agit de prendre d'autres bébés en photo, la plupart des parents demandent plus de lumière parce que selon eux, ça rend plus joli les photos. Alors que même pour nous, les photographes, le flash peut impacter nos yeux. Au niveau des parents, les avis divergent quant à l'utilisation du flash. Touré Aminata Traoré, maman d'une petite fille. Je prends tout le temps mon bébé en photo, mais sauf que je n'active pas le flash parce que depuis la naissance, les médecins nous ont déconseillé ça. Donc cette pratique, je ne l'ai jamais fait jusqu'à ce que ma fille ait 6 mois. À partir de ces 6 mois, je prends ces photos avec les flashs sans problème. Je peux dire aux autres parents, c'est bien beau de prendre ses enfants en photo, mais leur santé est prioritaire en fait. Donc, tenons compte des conseils des médecins et préservons nos enfants. Contrairement à Madame Touré, cette maman pense que les flashs rendent les photos beaucoup plus attrayantes. Bintou Fofana. Oui, j'ai l'habitude de prendre mes bébés en photo, plus souvent lors de leur baptême. J'organise une séance de shooting et c'est moi-même qui demande plus de lumière, en plus du flash de l'appareil photo, pour que les photos soient encore plus belles. Mais je ne savais pas que cela pouvait causer de problèmes oculaires au bébé. Dr Sako Isiaka est ophtalmologue. Selon lui, le flash n'a pas d'impact connu scientifiquement sur la vue du nouveau-né. Mais son utilisation peut par contre provoquer des inconforts sur la vision du bébé. À savoir que les yeux du nouveau-né sont plus sensibles comparés à ceux des adultes parce que l'œil du nouveau-né n'a pas encore développé tous ces mécanismes de protection d'un côté et de l'autre côté, les yeux du nouveau-né ne sont pas habitués à recevoir de fortes luminosités. L'œil a une protection naturelle contre la lumière. Il y a un diaphragme dans l'œil qu'on appelle la pupille qui régule la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc chez le nouveau-né, cette pupille a une réaction qui est beaucoup plus lente comparée à l'œil d'un adulte. Le flash des appareils photo peut causer des gènes, chez le nouveau-né surtout. Ça peut créer des éblouissements, ça peut irriter le bébé, les gêner, et causer des pleurs, surtout un inconfort. Donc ces gènes sont momentanés. À long terme, ces flashs n'ont pas d'impact connu scientifiquement sur l'œil du nouveau-né. Pour éviter certains gènes que l'usage du flash peut causer sur l'œil fragile du bébé, le spécialiste conseille d'essayer d'éviter les flashs qui vont venir directement dans les yeux du nouveau-né. Utiliser autant que possible la lumière naturelle. Si on est amené à utiliser des lumières artificielles, essayer d'utiliser des lumières qui sont assez tamisées. Et si on est contraint vraiment d'utiliser des flashs sur l'appareil photo, il faut vraiment essayer de limiter la fréquence. En somme,
Prendre des photos en guise de souvenir est une bonne chose pour la postérité. Mais il serait préférable de préserver la vue des bébés, comme l'a si bien souligné l'ophtalmologue. Merci pour le conseil. Il est 12h passées de 20 minutes. La page météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche actuellement sur Bamako environ 32 degrés. La maximale sera de 35 degrés Celsius. Le soleil, il se couchera à 18h passées de 18 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée par Aruna Kiadambele, mise en onde Penda Dao, réalisation Issa Dao, Ousmane Guindo, mise en ligne Badji Touré, coordination Salimata Dao, Aminata Konate. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments sur la chaîne 2.